Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire, Diaspora, appel à mobilisation CPI par Maître Tricot, actualité en RDC et pour finir, situation politique en France. Commençons tout de suite avec l'appel à mobilisation à la CPI. Résistants, chers Ivoiriens, chers amis de la Côte d'Ivoire, panafricains, rappelez-vous que le président Gbagbo, le ministre Charles Blé Goudé sont toujours détenus à La Haye. Le procès tant attendu, le procès de tous les espoirs va s'ouvrir ce 28 janvier 2016. Vous êtes tous conviés à venir soutenir massivement nos deux champions. Soyez convaincus qu'à la fin de ce procès, nous retournerons au pays avec le président Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Je vous remercie, on vous attend à La Haye. CPI toujours par Maître Tricot. En violation, Maître Tricot, quand on regarde cette affaire de la Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo, la façon dont il a été transféré notamment, en foulant au pied complètement toutes les règles de droit, alors, pour vous, vous avez quelle lumière par rapport à cette affaire? Et quand Mme Bensouda est partie enquêter là-bas, avec des photos récupérées au Kenya, moi, ça m'a beaucoup vous avez raison, il y a beaucoup de vices de forme dans cette affaire. Et le procureur de la CPI a toujours instruit à charge et à décharge. Mais il faut dire que lorsque le président Laurent Gbagbo a été transféré après le coup de force de la force Licorne française en avril 2011, donc lorsqu'il a été transféré notamment en novembre 2011 à La Haye. Le 30 novembre, il me semble. Exactement. La République du Côte d'Ivoire n'avait pas ratifié le statut de Rome. Ah. Donc, elle n'était pas compétente. Donc les autorités mises en place par la force militaire française, à savoir les forces rebelles de M. Soro et Alassane Dramane Ouattara, n'avaient aucune légitimité pour permettre de transférer, au mépris des résolutions de l'ONU et de l'Union européenne, comme ça a été rappelé, le président Laurent Gbagbo. Parce que de toute façon, la Côte d'Ivoire n'était pas signataire du statut de Rome. Et donc c'était à la justice ivoirienne de juger, d'autant plus que dans le statut de Rome, il est prévu un principe de subsidiarité. C'est uniquement si un État a son système judiciaire complètement déliquescent, et si le pouvoir étatique est totalement déliquescent, qu'il y a compétence de principe donc de la Cour pénale dite internationale. Mais à l'époque, ça n'était pas le cas, puisque les autorités mises en place, l'armée française était là, les forces des Nations Unies étaient là, et elles garantissaient le fonctionnement de l'État ivoirien. Tout de suite, actualité en RDC. Le chef de l'État, Joseph Kabila, félicite l'ensemble des artistes nationaux honorés par des distinctions pour leur carrière et services rendus à la nation. Pour rappel, des médailles de mérite des arts, sciences et lettres ont été décernées à 90 Congolais. Par ailleurs, les chefs traditionnels de la RDC et le caucus du Grand Kasaï dénoncent et des conseils aux politiciens en mal de visibilité l'utilisation abusive du monument national Étienne Tshisekedi. Et absent à la cérémonie officielle mardi au Palais du Peuple, l'artiste musicien Koffi Olomide a été décoré ce mercredi par le général Chulungu, chancelier des ordres nationaux. Le patron de Quartier Latin a reçu les médailles d'or, d'argent et de bronze pour sa carrière musicale et l'honneur pour la République. C'était en présence de sa famille, amis et connaissances. Vous prenez tout de suite, situation politique en France par Emmanuel Ratier. Il faut maintenant bien chercher pour trouver quelqu'un qui avoue être de gauche quand on a une enquête micro-trottoir dans la rue. Les gens, maintenant, ont honte d'être à gauche parce qu'ils se considèrent comme non représentés, même s'ils sont restés de gauche, par un gouvernement qui est un gouvernement, je répète, libéral-libertaire. C'est-à-dire un gouvernement qui est l'incarnation même de la mondialisation apatride. Quand vous prenez les sondages réguliers, c'est-à-dire pour ça qu'ils sont fiables, parce qu'on pose toujours les mêmes questions, tous les 3 mois ou tous les 6 mois, un échantillon de population, on pose la même question. Donc on voit bien, par exemple sur 25 ans, ou par exemple pour 2 ans et demi pour François Hollande et pour le Premier ministre, la manière dont la courbe évolue. Cette courbe n'a pas cessé de baisser. On en arrive, je vais simplifier, au mois de septembre ou au mois d'octobre, avec 13% d'opinion favorable du président François Hollande. Et vous avez
28% d'opinion favorable du Premier ministre Manuel Valls. Mais quand vous allez plus dans le détail, vous vous rendez compte que quand vous avez en gros 4 cases. Vous avez soutient totalement la politique du gouvernement, soutient relativement le gouvernement, ne soutient pas relativement le gouvernement, rejette totalement la politique du gouvernement. Donc vous avez déjà 87% des Français qui rejettent la politique du gouvernement. Mais quand vous prenez les 13% qui restent, vous vous rendez compte qu'au total, il y a 1% des gens, 1%, je répète bien, c'est les sondages, IFOS, Sofres, TNS, etc. C'est pas Emmanuel Ratier qui le dit, je le répète. Vous pouvez aller vérifier dans les sondages, il y a 1% des Français qui soutiennent totalement la politique du gouvernement. Quand vous prenez Manuel Valls, c'est à peine mieux, c'est 2%. Vous vous rendez compte que, en gros, ça ne représente même pas le nombre d'élus socialistes en France. Vous vous rendez compte que le gouvernement est totalement discrédité. Donc il n'a aucune chance de subsister. On l'a vu aux élections en septembre, où comme c'est un système de grands électeurs, avec un grand nombre de gens qui sont nommés par les conseils généraux, par les maires, etc., ils ont réussi à limiter les dégâts, même si le Sénat est repassé dans le giron de la droite parlementaire. Avec l'élection, quand même, on peut remarquer, de 2 sénateurs Front National, et il y aurait pu y en avoir très facilement 3 s'il y avait réussi à avoir une entente avec la Ligue du Sud et le Front National dans le Vaucluse. Le Parti Socialiste, on pourrait dire la gauche, sait parfaitement qu'elle va perdre le pouvoir. Mais donc, il faut lui permettre de subsister. Et c'est la grande volonté de Bruxelles, en particulier, comme on le voit par exemple avec Angela Merkel en Allemagne. Angela Merkel gouverne avec des ministres du SPD, des ministres socialistes. Donc la France, où théoriquement il y a une opposition nette entre la droite et la gauche, on est en train de s'orienter vers, non pas un gouvernement de cohabitation, mais on pourrait dire un TSLP, tout sauf Le Pen. C'est-à-dire que, vous verrez par la suite si ce que je dis se vérifie, donc vous pourrez dire si Emmanuel Ratier a raison ou non, mais si on peut avoir une certitude, sauf si accident grave ou n'importe où, il peut toujours arriver quelque chose, la seule certitude qu'on a, c'est qu'au second tour de l'élection présidentielle, il y aura nécessairement Marine Le Pen au second tour. En revanche, on ne sait pas très bien qui y aura en face. L'autre élément probable, parce qu'il y a quand même beaucoup à rattraper, c'est que c'est la personne qui sera en face de Marine Le Pen qui a une très forte chance d'être élue. Je n'ai pas une certitude à 100%, mais une chance très importante d'être élue. Donc, bien évidemment, il faut négocier à l'avance une entente entre la droite et la gauche, entre cette fausse droite et cette fausse gauche, de manière à répondre aux idéaux de Bruxelles. Je répète ce que je vous ai dit au début de l'émission. Bruxelles, incarnation de la mondialisation, ne peut pas tolérer qu'il y ait un parti national populiste qui soit au pouvoir dans un pays. On se rend bien compte quand il y avait eu Jörg Haider qui avait participé au gouvernement en Autriche, l'Autriche avait été mise au banc de l'Europe. Le Front National est encore moins acceptable que Jörg Haider en Autriche. Évidemment, parce que la France a un rôle beaucoup plus important, c'est le couple moteur avec la France-Allemagne, etc. Et le deuxième élément, c'est que la France est dans une crise économique et financière terrible. Donc, je dirais que l'hyperclasse mondialisée, je répète, les grandes compagnies d'assurance, le Club Le Siècle, la haute fonction publique, les banques, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Fédérale Réserve, la Commission européenne, je simplifie au maximum, a tout intérêt, peut dicter ces conditions à la France. Et ce qui est en train d'être dicté, c'est une sainte alliance entre une partie de l'UMP et la gauche en France. Une gauche raisonnable, d'où les sorties de Manuel Valls visant à dissoudre le PS et à créer un parti théoriquement socialiste, mais qui perdait sans doute le mot socialiste, mais on pourrait dire un parti de gauche libérale, exactement, il faut que vous compreniez bien, si on fait référence par exemple à Michéa, que la gauche n'a rien à voir avec le socialisme. La gauche est quelque chose qui s'est constitué au moment de l'affaire Dreyfus, qui est un regroupement de bourgeois laïcs qui étaient hostiles à l'ordre et qui a favorisé l'émergence de cette gauche, mais le socialisme ne se confond nullement avec la gauche.
Aujourd'hui, on pourrait dire qu'à partir du moment où Marine Le Pen a très forte chance, je dirais même des 100% de chance d'être au second tour de l'élection présidentielle, ils vont avoir un gros problème, c'est que la gauche n'ayant aucune, à mon avis, n'ayant aucune chance de se retrouver au second tour, il va falloir que ce soit un membre de la droite parlementaire qui incarne la gauche. Ce qui est quand même quelque chose d'assez paradoxal. France toujours avec la situation politique par monsieur Pierre Jovanovic. Vous savez, la première chose que font les ambassadeurs américains quand ils sont nommés dans un pays, je sais pas, par exemple au Zimbabwe, en Afrique du Sud, etc., leur travail consiste, je le tiens de source sûre, leur travail consiste à convaincre le gouvernement en place d'acheter un maximum de bons du trésor américains. Qu'a fait, par exemple, l'ambassadeur américain en Russie il y a exactement 4 ans, 5 ans. Il est intervenu auprès du gouvernement, à l'époque, je ne sais plus si c'était Medvedev ou Poutine, peu importe, mais les Russes voulaient créer leur propre système bancaire, pas bancaire, carte bancaire, genre GIE carte bancaire, vous voyez. Et l'ambassadeur américain a fait des pieds et des mains, quasiment 24 heures sur 24, au domicile des gens qui avaient le dossier entre les mains, pour que tout le traitement des cartes bancaires soit confié à Visa. Oui. Voilà. Et donc ça vous donne déjà une idée où sont leurs intérêts. Et vous avez vu récemment, ça s'est passé en toute discrétion il y a exactement 3 semaines, Visa États-Unis a racheté Visa Europe. Autrement dit, chacune des transactions qu'on va faire, nous trois et tous vos spectateurs, directement dans les ordinateurs de Visa États-Unis et la NSA a un accès direct dessus, évidemment. Voilà. C'est pas du tout par hasard que Visa US a racheté Visa Europe. Voilà. Aujourd'hui, donc, nous n'avons plus de système de paiement indépendant. Demain, Visa États-Unis appuie sur le bouton, on dit on bloque toutes les cartes françaises, plus rien ne fonctionne. Vous devez le savoir, ça. Donc vous voyez qu'il y a des épées de Damoclès qui sont mises au-dessus de la tête du gouvernement français pour qu'il se comporte comme il le faut. Le rachat de Visa Europe par Visa et par définition de Visa France. Et d'ailleurs, le patron du GE carte bancaire français, il a hurlé. Passez-moi l'expression, je reste poli. Oui. Il a dit, mais sous-entendu, nos politiques et surtout les crétins de Bercy n'ont rien vu venir. Et on n'a toujours pas de système de paiement franco-français. Avant, on avait un truc qui s'appelait carte bleue. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on c'est resté dans on continue de l'appeler carte bleue. Rappelez-vous, ça s'appelait carte bleue. Carte bleue, oui, bien sûr. Le faire repasser, etc. Ouais. Voilà. C'était un système français, carte bleue. Ouais. Et il a disparu. Ouais. Mais Voilà. Enfin, il n'a pas disparu. On n'a rien vu dans la presse. Bah, évidemment que sauf chez moi. La revue de Bien presse, sûr, bien sûr. le quotidien.com. Ouais. Non, mais c'est vrai. Il faut le dire. Parce que normalement, la Tribune. J'aurais été rédacteur en chef de la Tribune ou des Échos. Je sais pas, c'est la première chose que j'aurais mis, mais j'aurais mis à la une. Vous savez, c'est la même chose que lorsque la bourse de Paris a été rachetée par les Américains. Vous n'avez pas vu la une voilà. Notre barrage financier, en tout cas, une bourse c'est quoi? C'est un barrage, c'est une captation de richesses du pays, et une redistribution des richesses, on va dire ça comme ça. Eh bien, sous la forme de dividendes. Exactement. Notre barrage a été volé par la planche à billets américaine, acheté par la planche à billets américaine, et aujourd'hui, la bourse de Paris, quand on vous dit le CAC 40, c'est dans une banlieue de Londres, c'est juste dans un ordinateur qui tient dans une boîte à chaussures. Et on vous dit Paris a augmenté, mais c'est pas Paris, c'est déjà Londres. Et vous voyez à quel point on est volé. La France est dépouillée. Depuis 2008, ça n'avait que s'accélérer.